Jean-Bernard Montier, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, mais bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, vous êtes le président actuel de la Chambre d'agriculture. On ne sait pas pour combien de temps, parce que les élections ont lieu en ce moment. En ce moment, oui. Le nouveau président sera élu à quelle date? Au fin février. Fin février. Parce que les résultats seront proclamés le 7 février et le préfet a 15 jours pour convoquer la nouvelle assemblée plénière. Dernière semaine de février. Dernière semaine de février. Plusieurs raisons à cette invitation. D'abord, c'est l'occasion de faire un bilan de votre mandature. Et puis, ce sera aussi l'occasion de parler on va dire, de râler-pousser qu'il y a actuellement au sein de votre équipe, parce que Clarel Coindin-Virama était un membre de votre équipe à l'origine. Et donc, il a eu des mots assez durs, on va dire, dans la presse. Ce sera peut-être l'occasion aussi pour vous d'y répondre. Dans quel état est la Chambre d'agriculture aujourd'hui? La Chambre d'agriculture, elle n'est pas en grande forme, mais elle va. On a, ces dernières années, fait un changement à travers le FEADER, le nouveau FEADER. Si vous voulez... FEADER sont les fonds européens. Voilà, les fonds européens qui subventionnent la Chambre d'agriculture. Avant 2014, on avait une enveloppe globale pour la Chambre d'agriculture. Et dès 2014, on a eu le nouveau FEADER, les nouveaux règlements européens sont arrivés, et on est maintenant subventionné par appel à projet. Donc on répond à des appels à projet, et l'enveloppe est pratiquement aux techniciens. Donc on doit répondre pour chaque technicien, demander un accompagnement pour chaque technicien, mais en répondant à des appels à projets. Et il y a l'article 15.211 qui, 2014 n'a pas été un problème, puisque c'était la transition, et comme le règlement n'était pas prêt, on est allé sur l'ancien règlement. Et 2015, on s'est retrouvé avec l'article 15.211 qui n'était pas encore validé et qu'il a fallu attendre 3 ans pour une validation, puisque la validation a dû repartir vers l'Europe. Ce qui nous a mis en difficulté, c'était que sur l'article 15.211, on avait 17 ETP. ETP, ça veut dire... ETP, c'est temps de travail... équivalent temps de travail. Équivalent temps de travail pour les techniciens, puisque quand on répond à des appels à projets, on ne répond pas à la personne, on répond en temps de travail. D'accord. Puisque c'est des projets. C'est pas un poste, c'est un poste si vous voulez, mais c'est pas la personne, c'est le temps de travail du projet. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on parle en ETP, et on a dû tourner sur nos fonds de roulement. Mais je ne sais pas si vous imaginez. Ce qui vous a mis en difficulté financière. Bah oui, 3 ans sur... Alors, Clarel Coindin-Virama, dans une interview qu'il a donnée au GIR, vous reproche, entre autres, de ne pas être allé au bras de fer avec les collectivités, et notamment avec le département. Qu'à avoir le département là-dedans? Mais justement, c'est pour ça que là où il y a une incompréhension, c'est ça. C'est que il voulait qu'on aille au département. Sauf que c'est vrai que le département est autorité de gestion du FEADER, avec comme autorité de contrôle l'État, mais l'article 15.211 a dû retourner en Europe pour avoir confirmation avant retour. Est-ce que si on est allé manifester au département, on aurait eu gain de cause? Ça aurait changé rien du tout. Ça aurait rien changé. Donc on a préféré aller dans une négociation, sauf que malheureusement pour nous, c'était pas rétroactif, mais on a pu sauver les meubles grâce à ça, puisque depuis juillet 2018, on a maintenant l'article 15.211 qui nous est affecté. Et alors, grâce à cet article 15.211, est-ce qu'aujourd'hui vous avez plus d'argent grâce au nouveau FEADER, ou alors avant? Non, on n'aura pas plus. Sauf que on est aujourd'hui, tous les salariés de la Chambre seront payés, et 2019, on commencera à refaire notre fonds de roulement qui a été dégradé par ces 3 années, et on aura même un excédent en 2019. D'accord. Alors ça, c'est, je dirais, la cuisine interne. Voilà. C'est important, hein, parce que sans ça... Mais bon,
je mets moi du côté de l'agriculteur. Qu'a fait la Chambre pour lui? Est-ce que vous êtes satisfait de votre bilan? Oui, mais déjà, seulement sur l'article 15.211. Imaginez le monde agricole, les petits surtout, les petits agriculteurs, sans ce service gestion. Parce que ça concernait tout un service, c'était le service de gestion. Imaginez le petit agriculteur qui ne peut pas remplir sa feuille d'impôt, qui ne peut pas faire un papier de gestion pour avoir des prêts. Vous savez que avant, même si on était petit, on arrivait à la banque, on arrivait avec son carnet de livraison de canne, voilà, on a tant de tonnes à livrer, on avait un prêt. Mais aujourd'hui, toute banque vous demande un minimum de comptabilité. Et les petits, ils ne peuvent pas se tourner autre que la Chambre. Oui, la Chambre. Vu et c'est vos techniciens à vous qui les aident en fait à monter leur voilà. Voilà, là c'est cet article-là. Mais après, il y a eu aussi le plan Ecophyto, où on a créé Ecophyto. C'est un organisme qui est chargé de collecter tous les déchets non organiques. Ça a été aussi créé par la Chambre. C'est non organique, c'est-à-dire tous les produits phytosanitaires. Les produits phytosanitaires qui ne sont pas utilisés, les bidons vides, les plastiques des exploitations. Et ça a été aussi créé à l'initiative de la Chambre avec les agriculteurs. Je fais une parenthèse, hein, mais c'était une question que je souhaitais vous poser, mais comme on en parle là, on va évoquer le problème tout de suite. Le glyphosate, est-ce que c'est utilisé à La Réunion? Quelle est votre position par rapport à ça? C'est utilisé à La Réunion, mais pas autant qu'on en dit. Souvent, il y a une confusion dans les produits chimiques qui rentrent à La Réunion. Parce que quand on dit qu'on utilise le glyphosate dans les champs de canne, non, puisque le glyphosate tue la canne. Donc, c'est pas à l'échelle qu'on veut faire croire. Quand on regarde... Quels sont les agriculteurs qui utiliseraient le glyphosate à ce moment-là? Mais c'est surtout les chemins d'exploitation, les bords de champs, et certains dans un champ qui vont arracher. Mais c'est pas utilisé autant qu'on en dit. Vous voyez? Et c'est là que il y a une grande difficulté à savoir, c'est que à La Réunion, ces 10 dernières années, on a été le département français où il y a eu la plus grande diminution de produits phyto. Et on a eu ces 10 dernières années, nous, à La Réunion, le projet d'amour pour la mouche des fruits, sur les cucurbitacées, le biophytomangue. On a aujourd'hui des méthodes alternatives qui ont été créées à La Réunion, qui sont reprises maintenant par d'autres DOM, mais qui ont été mis en place à La Réunion. Aujourd'hui, on a beaucoup d'agriculteurs qui sont tournés vers l'agriculture raisonnée. À la Chambre, on est passé de ma mandature de 100 agriculteurs bio à 438 agriculteurs bio. Il y a aujourd'hui un engouement aussi à ça, c'est que l'agriculteur, il ne traite pas par plaisir, puisque le premier à manger ce produit, c'est bien lui. L'intérêt qu'il a, c'est que lui, dans les traitements, il y est moins par rapport, c'est lui qui manie les produits, et que le consommateur aussi ait un produit sain. Quel délai il faudrait, selon vous, à quel horizon on peut imaginer une réunion où l'agriculture serait 100% biologique? C'est compliqué, puisque aujourd'hui, il faudrait qu'on mette des mesures alternatives en place. Et il faudrait commencer par des mesures sanitaires sur tous ceux qui rentrent à La Réunion. Regardez que 2018, on a des nouvelles mouches qui sont entrées. Il faudrait avoir une rigueur plus importante sur tout ce qui rentre à La Réunion. Et souvent, sur ce qui rentre à La Réunion, on trompe aussi le consommateur. Parce que un produit, nous, on a un cahier des charges. Et les autres pays n'ont pas. On a le cas actuellement sur Mayotte. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, on a retrouvé à Mayotte des agriculteurs qui utilisaient le diméthoate. Oui, j'ai entendu, oui. Voilà, qui est interdit à La Réunion et depuis un bon nombre d'années. Et quels sont les légumes ou les fruits qui sont traités avec ça? À La Réunion, il n'y a plus. Non, mais là-bas, à Mayotte. À Mayotte, la tomate, tous les fruits, si vous voulez. Tout ce qui est fruits, tomates ou légumes qui peut avoir la forme d'un fruit,
et qui attire les mouches. Et on importe des fruits ou des légumes de Mayotte? Mais on n'importe pas de Mayotte. Mais on importe d'autres pays de la zone qui utilisent ce produit. Vous comprenez? Je vais vous donner un autre exemple. En 2013, quand il y a eu le cyclone et qu'on avait importé de la tomate de Madagascar, beaucoup ont voulu faire croire que c'était la tomate bio. Or, cette tomate, quand on l'a coupée, on avait le verre la tomate avait mangé le verre. Quand est-ce que vous voyez ça? C'est quand vous utilisez un produit systémique. Or, nous, à La Réunion, ça fait plus de 10 ans que les produits systémiques sont interdits. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que les services vétérinaires soient plus vigilants à l'entrée? Oui, mais pourquoi pas? Quand on a un règlement, pourquoi pas demander que ce règlement soit le même pour tous ceux qui apportent des produits chez nous? Voilà. Vous voulez produire pour La Réunion? Vous devez avoir le même cahier des charges en produits sanitaires. Quels autres exemples vous avez? Moi, on voit sur les marchés des carottes qui viennent d'Australie, de Chine. Quelle garantie on a par rapport à ces légumes? Aucune. Malheureusement, aucune garantie. Comment voulez-vous qu'une carotte puisse durer aussi longtemps sans produits chimiques? Vous prenez une carotte pays, au bout d'une semaine, elle devient molle. C'est fini, oui. Vous prenez une carotte de Chine ou d'Australie, vous laissez sur votre table 6 mois. Attendez, là, il y a un problème. Et c'est pareil pour le bio. Un bio frais ne peut pas voyager. Je vais vous dire pourquoi. Quand on voyage, dans la période des moustiques, quand vous entrez dans un avion, vous voyez l'hôtesse avec des gaz. Mais c'est pareil pour les fruits et légumes. On met dans un conteneur, que ce soit avion ou bateau, on met 2 cartouches d'azetyl et on referme le conteneur. Est-ce que là c'est bio? C'est plus bio. Ensuite, sur le bio. Donc vous êtes en train de me dire que tous les produits bio importés à La Réunion ne sont pas bio? Mais pas tous. En frais, c'est difficile d'être bio. Rentrer un produit frais bio, expliquez-moi comment on peut faire sans le gazer. On trompe le consommateur. Sur certains produits, on trompe le consommateur. Il faut qu'aujourd'hui, on soit vraiment vigilant là-dessus. C'est pareil, par exemple, il y a eu un grand débat en métropole sur la banane du Costa Rica. Oui, les Antilles aussi. Voilà. Mais pourquoi la Martinique ou la Guadeloupe ne peut pas donner sa banane bio parce qu'il y a eu du chlordécone? On dit qu'il faut 100 ans pour éliminer le chlordécone du sol. Et le Costa Rica, lui, maintenant, parce qu'il a utilisé aussi le chlordécone, sa banane est bio. Expliquez-moi où est la différence, parce que c'est le pays qui produit, qui décide du cahier des charges bio ou pas bio. Et c'est lui qui se contrôle. Voilà. Pourquoi pas? Si vous garantit à la France que ces produits sont bio, vous êtes obligé de le croire. Voilà. Donc, au final, c'est au consommateur de choisir. Tout à fait. Donc, on est en train d'expliquer à nos consommateurs réunionnais que si on veut acheter bio, on ne peut acheter que des produits bio réunionnais. Vous avez beaucoup plus de garanties. Mais est-ce que les producteurs, agriculteurs bio réunionnais ou agriculteurs normaux, ils sont capables aujourd'hui de satisfaire toute la demande? Pour l'instant, non. Et c'est là le problème. Bah oui, pour l'instant, non. Il faut rester honnête. Mais, si vous voulez, souvent, on a plus de chances de tomber sur un bon produit raisonné, réunionnais, qu'un produit... Même si c'est pas bio. Même si c'est pas bio, qu'un produit importé. Oui. Vous voyez, c'est toute la différence. Parce que ici, vous allez pouvoir avoir un contrôle. Il y a des contrôles sur les marchés. Par exemple, sur le marché de Gros, vous avez la répression des fraudes qui passe. Ils prennent des échantillons. Et si vous êtes positif, vous êtes sanctionné. Ils vous alignent. Bah oui, c'est normal. Ouais. Vous êtes sanctionné. Et... Continuons la discussion parce qu'elle est très intéressante. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne puissions pas être autosuffisants en matière de fruits et légumes? Est-ce que, comme le disent certains qui peut-être ne connaissent pas le problème, mais ils raisonnent de façon simpliste, est-ce que c'est un problème de la canne? Est-ce que la canne prend trop de terrain et empêche que l'on puisse être autosuffisant en légumes et en fruits? Non. Quand on regarde aujourd'hui, en produits frais, on est à 80%. Mais aujourd'hui, c'est quoi on ne peut pas être à 100%, pourquoi? Parce qu'on consomme de la pomme, on consomme le kiwi. Qu'il n'y a pas ici. Qu'il n'y a pas ici. Des oranges. On pourrait faire de l'orange. Mais
un exemple par rapport à la canne. Peut-être pas avec les standards. Voilà. Donc, aujourd'hui, et il faudrait aussi que le consommateur redevienne un fruit et légumes de saison. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas manger des litchis toute l'année. Voilà. On aimerait avoir des litchis toute l'année, on aimerait avoir de la mangue toute l'année, on aimerait avoir l'ananas toute l'année, on aimerait avoir... en métropole, on ne peut pas avoir de la tomate. Maintenant, on peut parce qu'il y a des serres chauffées, mais avant, on ne pouvait pas avoir de la tomate toute l'année. Il fallait faire de la conserve. Alors, je suis un peu chauvin, parce que je suis créole, c'est normal, mais j'ai l'habitude de dire qu'on a les meilleurs fruits à La Réunion au monde. Où est-ce que vous trouvez des meilleurs litchis qu'à La Réunion? Où est-ce que vous trouvez des meilleurs papayes qu'à La Réunion? Où est-ce que vous trouvez des meilleurs avocats qu'à La Réunion? On peut décliner, hein, les longanies, il n'y a aucun qui vaut à celui d'ici, etc., etc., etc. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de produire plus, voire même d'exporter dans le monde entier? Ben, c'est vrai qu'on a les meilleurs produits. Il y a l'exemple de l'ananas. Oui. Vous savez que 2 conteneurs de plants d'ananas sont sortis d'ici il y a 5-6 ans pour aller au Portugal. Plantés dans les mêmes conditions, ça n'a pas donné le même goût. Mais le Réunionnais ne sait pas vendre. On a un gros problème là-dessus. On ne sait pas se vendre. Quand on regarde le tourisme, c'est pareil. Alors, on ne sait pas se vendre, mais peut-être aussi qu'il y a un problème de quantité de production, parce que si on n'est pas capable de s'autosatisfaire La Réunion, on aura peut-être du mal à exporter. Non, mais aujourd'hui, on peut le faire. Le gros problème est qu'il faut organiser. Il y a une organisation. Il y a des filières à mettre en place. Pas que des filières. Il faut aller au-delà des filières. Parce que si on reste cantonné dans une filière, on aura des trous. Or, si on veut vraiment planifier, le mot c'est la planification, c'est planifier la production. Je vous donne l'exemple. Il y a eu un manque en export d'ananas. Aujourd'hui, il y a un trop d'ananas et qui se retrouve là sur le marché. Vous avez vu cette année le nombre de petits marchands ambulants avec de l'ananas. Ouais. L'année dernière, il n'y en avait pas sur les bords des routes. Vous trouvez un ou deux. Parce qu'il y en avait trop. Voilà. Et là on arrive à trop. C'est cette régulation. Et où il y a l'organisation à faire, c'est comment produire et comment faire qu'il y ait quelque chose qui absorbe le surplus qu'on va planter. Alors ça peut être quoi? Ça peut être l'export, ça peut être aussi des industries qui transforment. Tout à fait. Mais l'industrie, si on veut les ananas au sirop, les ananas, voilà. etc. Oui, mais si on veut qu'elle régule... il faut être aussi capable de lui garantir le jour où il n'y aura pas assez. Voilà. C'est qu'il faudrait qu'aujourd'hui, on arrive à produire pour l'industrie et que cette industrie soit capable d'absorber ensuite les excédents. Il y a un minimum produit pour l'industrie pour qu'elle puisse, le jour où il y a des excédents, le prendre. C'est cette organisation qu'il faut mettre en place. Parce que, et qu'est-ce qui vous manque? C'est, comme je vous disais, chacun pense à soi. Or, il faudrait penser aujourd'hui réunionner. Et c'est pas le rôle de la Chambre, justement, de faire ça? C'est le rôle. On essaie de faire ça, justement. On essaie de mettre en place, par exemple, le marché de producteurs. On a aujourd'hui un succès fou sur ce marché de producteurs. On ne peut plus prendre de personnes. Il faudra peut-être organiser une autre association pour pouvoir faire d'autres marchés de producteurs. Parce que le marché de producteurs, aujourd'hui, en termes de producteurs, il est saturé. Donc il faudra créer... C'est l'agriculteur qui vend en direct. Qui vend en direct. Si vous voulez, on a le label de la PCA qui nous permet de faire une association. On a une association aujourd'hui, mais cette association a eu tellement de succès qu'aujourd'hui, elle est limitée, elle ne peut plus prendre d'agriculteurs. Et elle ne peut plus faire d'autres marchés. Mais c'est un comble. Parce que c'est une question de gestion après. Donc il faudra, dans les années qui viennent, créer d'autres associations qui vont faire des marchés de producteurs dans d'autres places de l'île. Oui, parce que en fait, tout le monde est gagnant dans cette affaire-là. Parce que le consommateur, il est gagnant parce qu'il a des produits qui sont hyper frais, qui sont moins chers. Et l'agriculteur, lui, il est satisfait parce qu'il est certain de pouvoir écouler. Et en général, il vend plus cher que s'il le vendait aux grandes surfaces ou autres. Voilà. Et on est justement dans l'organisation en train de mettre en place une plateforme Internet où le producteur pourra dire ce qu'il a et les collectivités ou les grossistes pourront
acheter en ligne. On est avec les filières, donc une partie sera faite aussi pour les indépendants, parce qu'il faut que ça soit accessible à tout le monde, et pour que on ait l'offre et la demande. Une plateforme qui ressemble à... On évoquait tout à l'heure les grandes surfaces, mais l'autre gros consommateur, et c'est de plus en plus une volonté politique, ce sont les cantines qui de plus en plus consomment local et qui est pour vous une possibilité de vendre de plus grande quantité et d'écouler les marchandises. Voilà, tout à fait. Et donc ça, vous êtes en train de structurer. On est en train de structurer. On est là depuis l'année dernière. On travaille sur la plateforme avec les filières. Hein. C'est pas et les interprofessions. C'est pas la chambre tout seul, puisque si on fait tout seul dans un coin, on ne réussira pas. Il faut qu'aujourd'hui tout le monde travaille ensemble. Voilà. Il faut. Pour l'export, est-ce que vous êtes handicapé par les capacités d'emport des avions, du fret aérien ou même bateau pour certains produits? Tous les ans, en fin d'année, on est obligé d'intervenir pour avoir un cargo de plus. Tous les ans, on intervient auprès de la région pour avoir un cargo de plus. Donc, on l'a. Mais tous les ans, il faut qu'on intervienne. On réunit tous les coopératives et les particuliers qui exportent, et on fait une réunion à la chambre, et on invite la région, et on discute pour avoir un cargo que d'export. De fruits et légumes. De fruits et légumes. Écoutez, au moins ça c'est un problème, parce que c'est vrai qu'on n'entendait plus parler, donc quand on n'entend pas parler, ça, en général, c'est que ça marche bien. Donc ça, c'est un problème qui a été résolu. C'est depuis quelques années. Généralement, dès octobre-novembre, les exportateurs viennent nous voir et nous disent il faudrait commencer à organiser une réunion, et c'est sous l'égide de la Chambre d'agriculture et qu'on discute avec la région et les exportateurs. On a évoqué tout à l'heure l'arrivée à la Réunion de parasites, de mouches qui tuent certaines exploitations, hein, il faut utiliser les termes. Quelles sont les cultures qui sont menacées aujourd'hui? Aujourd'hui, là, on a une nouvelle mouche qui s'attaque beaucoup à la mangue. Et c'est dommage, puisqu'on avait trouvé une solution pour la mangue, pour ne plus traiter la mangue, avec Biophytomangue. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle mouche qui est très très virulente, au point qu'elle empiète sur le territoire des autres mouches. D'accord. Et elle viendrait d'où, cette mouche? D'Asie. Donc maintenant... Expliquez-moi comment est-ce qu'une mouche peut venir d'Asie et arriver à La Réunion. Elle vient quoi, par cargo, dans un conteneur qui n'a pas été traité? Il y a de tout. Il peut y avoir dans un conteneur. Il peut y avoir aussi un particulier qui a trouvé un beau fruit et qui le ramène pour faire goûter à sa famille. Et qui s'en rend pas compte. Voilà, il a acheté ça sur un marché, sans, contrôle sanitaire, même visuel des fois, et qui rentre à La Réunion. C'est malheureusement ça. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que... Et comme on voyage de plus en plus, malheureusement, le risque sera de plus en plus important. Voilà, tout à fait. Quand on a interpellé tous les médias l'année dernière sur la mangue d'Égypte, c'était surtout dans ce but-là, de dire arrêtons, on a de la mangue à La Réunion. N'importons pas pour qu'il n'y en ait plus du tout. Pour qu'il y ait le risque d'apporter en même temps... Voilà, une maladie ou autre. Or, la mangue, quelle autre production serait menacée? Si elle s'attaque à la mangue, elle va s'attaquer à tous les fruits. On a eu une mouche qui s'est attaquée à la fraise, et pourtant la fraise est en altitude ici à La Réunion, donc on aurait moins de problèmes, mais elle s'est adaptée. Parce que on a la chance à La Réunion de n'avoir que 2 saisons, mais c'est aussi une malchance par rapport aux insectes, puisque les insectes peuvent se reproduire toute l'année. Oui. Donc on a une prolifération qui peut être beaucoup plus grande. On dit, j'ai discuté avec des apiculteurs qui disent que leurs ruches sont décimées, est-ce que ça va vous poser un problème? Parce que pour pouvoir les plantes, pour qu'elles se reproduisent, l'abeille est absolument nécessaire. S'il y a moins d'abeilles, vous allez faire comment? C'est notre inquiétude. C'est pour ça qu'on a accompagné les apiculteurs pour une aide auprès du département
pour qu'il puisse traiter le varroa. Et le varroa, c'est pareil. C'est quelqu'un d'inconscient qui a ramené une reine contaminée ici. On était exempt de varroa. Vous imaginez? On était le seul pays exempt de varroa. C'était une île, donc on était protégé. Voilà, on était le seul exempt de varroa, mais il a fallu que quelqu'un... Et en plus, on avait une abeille endémique. Notre abeille était endémique. Elle l'est toujours. Oui. Notre abeille est endémique et quelqu'un a pris le risque de faire rentrer une abeille, une reine. Et c'est simple, hein, on met dans une petite boîte d'allumettes, ni vu ni connu. Sauf que si elle a le varroa sur elle, vous le mettez dans une ruche. C'est fini. Et c'est fini, ça va se propager. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors revenons à la Chambre d'agriculture. Un des reproches que faisait Clarel, Coindin, Virama, c'était de dire que, allez, on va simplifier les choses, c'est que Jean-Bernard Gontier, il est trop gentil. Il dit oui à tout, et en fait, derrière, il bouge pas et il laisse faire. Vous répondez quoi à ce reproche? Est-ce que vous êtes trop gentil, vraiment? On est gentil quand il faut, mais il y a des jours où on sait se montrer ferme aussi, puisque je crois que être le seul à la PCA et avoir pu avoir le respect aussi de la PCA, c'est montrer aussi qu'on sait être ferme. Alors la PCA, expliquez un petit peu ce que c'est. C'est le réseau Chambre d'agriculture. Si vous voulez, la Chambre d'agriculture de la Réunion est reliée à la PCA qui centralise tous les chambres d'agriculture. D'accord. Et on fait des réunions annuelles. Mais imaginez aujourd'hui que je suis le seul. Les autres Outremer sont du même camp que la FNSEA en France. J'ai été la seule chambre que je ne pas FNSEA. Voilà, qui n'était pas la FNSEA. Et pour pouvoir se faire entendre avec les anti-Mayotte, il fallait être ferme. C'est pas parce que... Est-ce que il faut avoir une grande gueule ou rester ferme quand on est dans le discussion? Vous me disiez. Voilà. Vous dire. Oui, c'est aujourd'hui. Est-ce que c'est crier ou descendre dans la rue? Oui, moi je veux bien descendre avec une équipe dans la rue, mais est-ce que ça suffit aujourd'hui? Quand on regarde le résultat des Gilets jaunes, est-ce que ça suffit de crier? Est-ce qu'il ne faut pas entrer dans un temps de discussion? C'est vrai, mais quand il a fallu descendre dans la rue, regardez la presse, vous allez voir que j'étais aux côtés des gens qui sont descendus dans la rue. On a su être ferme devant les revendications, mais à un moment donné, il faut négocier. Alors, dans l'esprit des gens, la Chambre d'agriculture, c'est Jean-Yves Minacci. Voilà, c'est le problème, je dirais. Voilà, et c'est lui qui vous a intronisé à l'époque. Puis après, ça c'est quand même un petit peu... oui, beaucoup. Beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous regardez, dès le départ, en 2013, lors de l'élection, pendant la campagne, c'est moi qui devais être président. Or, au dernier moment, il y a eu une réunion en février 2013 à la Plaine des Cafes, chez un éleveur, et où on devait désigner qui allait être président. Et là, est arrivé un autre candidat soutenu par Jean-Yves Minacci. Les militants ont dit non, que c'est moi qui devais prendre. Bon, il a un peu insisté, un peu violemment, mais les militants ont quand même insisté eux aussi. Et ce qui fait que j'ai pris la tête de la Chambre. Et on était dans la transition du FEADER. Et il aurait voulu qu'on gère la Chambre comme on gérait avant. Mais c'était plus possible. L'enveloppe n'était plus globale. Il fallait gérer vraiment comme des réponses des appels à projets. Et il y a eu une distension. Et à un moment donné, le groupe s'est séparé. Puisque... Et je reviens à justement l'interview que Coindin a donnée au GIR et à laquelle vous avez répondu. Et c'est une des explications que vous donniez. Vous disiez que vous ne pouviez pas être plus ferme à l'époque, parce que pour être ferme, il fallait avoir une équipe soudée derrière vous, et qu'en fait, vous aviez une majorité juste. Une majorité très très juste. Très très juste. Et j'avais une majorité très très juste, et il fallait pas aller aussi se servir de la Chambre comme outil de vengeance. Vous comprenez? Pour moi, la Chambre devait rester aux agriculteurs et pour servir les agriculteurs.
Et surtout, ne pas être un outil de vengeance envers un tel, parce qu'on ne s'entend plus. Alors comment ça se présente les élections là? Parce qu'on est, ça y est, on est dedans. Hein, voilà. En ce moment. Alors c'est quoi les pronostics? Bon, il y aura 3 listes qui vont se démarquer. Bon, après l'ordre du tiercé, je ne peux pas vous le donner. Je ne connais pas encore les résultats. Mais voilà, il y a 5 listes, mais il y aura plutôt un tiercé. Si vous voulez, hein. Il y aura 3 listes qui seront... Comment ça se passe? Il faut une majorité, il y a des panachages Mais il y a des panachages à faire après, parce que la Chambre, on passe aujourd'hui de 43 à 33. D'accord. Donc, et on a les collèges des exploitants, les collèges de retraités, le collège des propriétaires, le collège des coopératives, le collège des CUMA, le collège des salariés de production et les collèges des salariés d'organismes. Le collège du Crédit Agricole et de Groupama et le collège des syndicats. Oui, c'est hyper compliqué votre truc là. Voilà. Et donc, il faudra composer avec ça. Et c'est pour ça que un président, quand il est président, il n'est plus à la solde du syndicat, puisqu'il est aujourd'hui composé. Parce que dans mon bureau, moi j'avais bien quelqu'un de la coopérative. Il faut aujourd'hui composer. Et on sera obligé, quel que soit le syndicat qui va être à la tête dans le collège 1, il faudra qu'il compose avec les Est-ce que celui qui arrive en tête, le syndicat qui va arriver en tête dans le collège 1, je pense que c'est les agriculteurs, est-ce que automatiquement c'est lui qui devient président, ou alors est-ce qu'il peut y avoir encore des surprises et qu'avec les autres collèges on peut arriver à le faire tomber? Il peut y avoir des surprises. Tout dépend du deuxième, qui va arriver deuxième sur la liste, et ses liens avec les autres, et son pouvoir de rassemblement. Ben écoutez, alors vous avez dit un résultat fin février, deuxième semaine de février. Non, première semaine de février. Première semaine de février. Le résultat. Première semaine de février. Ben écoutez, on vous donne rendez-vous à cette date-là. Oui. Et puis, on souhaite bonne chance, au même titre qu'on souhaite bonne chance à tout le monde, hein, parce que nous, à Zinfo, on n'est pas de parti pris, on n'a pas de... Tout à fait. Mais c'était un peu normal de vous écouter aujourd'hui pour vous présenter votre bilan. Merci en tous les cas. Merci à vous. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir, que je vous appellerai à nouveau. Sûrement, je ne vais pas quitter le monde agricole aujourd'hui. Merci en tous les cas. Bonne journée à vous. Merci à vous.